Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on fait le tour de différents sujets importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Cette semaine particulièrement, on va parler d'un sujet qui touche pas juste la MRC Maria-Chapdelaine, mais l'ensemble de la région et même du Québec. On va parler de suicide parce que c'est la semaine de prévention du suicide du 31 janvier au 6 février et on va en parler avec les gens qui travaillent au Centre de prévention du suicide. Donc, j'ai avec moi M. Rémi Riverain, qui est intervenant et formateur pour le Centre de prévention du suicide 02. Bonjour. Et Mélanie Lapierre, intervenante clinique. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Oui. Avant de parler de ce sujet qui est quand même délicat, j'aimerais apprendre un peu, apprendre à vous connaître. Vous êtes qui? C'est quoi votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir travailler au niveau du suicide? Rémi? Bien, dans le fond, c'est un concours de circonstances. Évidemment, les études ont commencé au cégep en travail social. J'ai travaillé à Maison de jeunes, travailleur de milieu, suivi mes études au bac en travail social. Travaillé avec les adolescents pendant 5-6 ans là, à la Maison de l'Espoir. Après ça, une ouverture de poste qui s'est créée au Centre de prévention du suicide. Un beau défi parce que, évidemment, en tant qu'intervenant là-bas, on a plusieurs chapeaux. Oui. La prévention, les préventions devant des groupes, l'individuel, l'animation de groupe, la création d'outils. Donc, c'est extrêmement varié. Donc, pour un intervenant, c'était un beau défi d'avoir plusieurs chapeaux. C'est une problématique importante. Absolument. Et toi, Mélanie? Moi, je suis comme Rémi, j'ai fait des études en travail social au cégep et à l'université. Au cégep, en dernière année, j'ai eu l'opportunité de faire un stage au Centre de prévention du suicide. Donc, j'ai commencé bénévole et stagiaire, puis je suis toujours restée là, dans le milieu depuis ce temps-là. J'ai eu différents contrats jusqu'à temps de finir mon bac en faisant un stage aussi au CPS. Là. Donc, depuis ce temps-là, je suis intervenante. Wow. Parce que ça doit être difficile, mais ça doit être aussi gratifiant parce que vous changer des vies à quelque part, là, parce que c'est hyper important. Mais revenons au Centre de prévention du suicide. Comment c'est né, puis c'est quoi? À quoi ça sert? Le Centre de prévention du suicide, comment c'est né? Dans le fond, c'est une initiative citoyenne. Donc, c'est Sœur Julienne Côté qui, dans les débuts des années 80, là, a créé un petit groupe là, qui était sensibilisé déjà à la prévention du suicide. Donc, eux ont créé comme un conseil d'administration un peu là, pour développer ce service-là. Okay. On existe, le Centre de prévention du suicide, depuis 1983, mais les services sont actifs depuis 1986. Là. Donc, ça fait quand même 30 ans cette année là, qu'on est en fonction au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Puis, c'est quoi votre rôle particulier, votre mission? Bien, évidemment, la mission, c'est de prévenir le suicide dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis aussi contribuer à améliorer les problématiques associées. Là. On peut parler de la consommation de la toxicomanie, jeu pathologique, que ce soit d'autres problématiques. Tout ce qui pourrait amener des gens à penser au suicide. À être fragilisé, évidemment, puis avoir des vulnérabilités, effectivement. OK. C'est quoi les services concrètement que vous offrez à la population? Bien, le service qui est le plus connu, puis on en parle souvent, c'est la ligne de prévention de suicide, le 1-866-277-3553, le 1-866-APPEL. Okay. C'est une ligne qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disponible en tout temps pour les personnes suicidaires, donc les personnes qui vivent effectivement là, une situation difficile, qui a un moment donné, le goût d'en parler, d'avoir des moyens de s'en sortir, de voir qu'est-ce qui existe. Les personnes endeuillées par suicide là, aussi, donc ces gens-là ont besoin d'aide, ont besoin de support, effectivement. Là. Puis on parle des endeuillés qui viennent perdre quelqu'un ou des endeuillés après 5, 10, 15 ans aussi. Des fois, ils ont des besoins particuliers. Donc ces gens-là peuvent téléphoner. Et les proches. Donc quelqu'un qui est dans son entourage, quelqu'un qui va moins bien, puis qui a besoin d'aide pour l'aider à sa manière. Donc ils peuvent téléphoner pour avoir qu'est-ce qui existe, quelles questions poser, quoi remarquer, quels signes. Bon, pour se rassurer et aider la personne qui l'aime. Fait que ça, c'est votre service premier. Premier. La première ligne. Là. Effectivement. Suite à ça, bien évidemment, il y a plusieurs mandats. Il y a les rencontres en face-à-face avec la même clientèle sur les endeuillés, les personnes suicidaires, les proches. Il y a les activités de prévention du suicide devant des groupes, à la demande, évidemment, que ce soit les organismes communautaires, les écoles, toutes les personnes qui veulent une activité de prévention dans leur milieu, que ce soit créer des outils pour faire en sorte que les services soient connus par les affiches, les médias XY. Après ça, il y a... On a de la formation aussi. On forme les intervenants de la région. Donc, on a des formateurs accrédités au Centre de prévention du suicide qui vont former les intervenants de la région pour intervenir avec les bonnes pratiques auprès des personnes suicidaires. On donne des formations adaptées aussi aux médecins, aux infirmières. Donc, on a un gros volet là, de formation, dont la formation qui est en lien avec le service de développement de réseau de sentinelles. Donc, les sentinelles, c'est des gens qui sont formés, une petite formation de 7 heures. Ces gens-là sont formés pour repérer les personnes vulnérables au suicide. Donc ça, c'est un service qu'on a. Ça, c'est n'importe qui peut suivre ça? N'importe qui peut suivre ça. Donc, c'est dans leur milieu à eux.
Donc, ils ne sont pas associés directement à « je dois me référer au centre de prévention du suicide », etc. Là. Donc, ils sont formés, puis dans leur milieu, ils peuvent aider les gens à les référer là, aux services adaptés. On a aussi du soutien clinique qu'on peut faire à des intervenants là, dans différents milieux, par exemple en commission scolaire, qui ont fréquemment peut-être à travailler avec des jeunes qui peuvent avoir des idées suicidaires, ou quand il y a un suicide dans le milieu scolaire aussi, ils peuvent avoir du soutien de notre part aussi. On a beaucoup de distribution de matériel à travers la région, mais à travers le Québec aussi. Oui, beaucoup de sensibilisation à faire. Puis il y a un beau service aussi qui s'appelle les groupes d'entraide de soutien de transition pour les hommes en difficulté. Donc, c'est super intéressant et important de le dire que, bon, évidemment, les hommes ont besoin aussi d'aide. Et de plus, ils vont de plus en plus demander de l'aide, ce qui est aussi super intéressant à nommer. Donc, c'est un groupe d'entraide-là pour aider les hommes soit en séparation, perte d'emploi, l'isolement, bon, plusieurs problématiques, évidemment, qui peuvent arriver dans leur vie. C'est vraiment en prévention. C'est pas, les gars n'arrivent pas dans un état de crise suicidaire. C'est en prévention. Il arrive quelque chose dans leur vie, puis ils ont besoin de soutien, d'aide, donc ils peuvent adhérer à tout ça. On parle de gars, mais est-ce que c'est la plus grosse clientèle? Tu sais, je lisais, là, corrigez-moi si je me trompe, que le taux de suicide avait diminué dans la région, mais il restait au-dessus de la moyenne québécoise. Est-ce que c'est ça? Je vous dirais que la région baisse dans les classes si on regarde au niveau de la province en général. Suit la courbe, évidemment, là, du Québec en général, donc est toujours en baisse d'année en année. Ce qui est positif, mais on s'entend que chaque suicide est un suicide de trop et chaque suicide amène là, 20 à 30 personnes à en souffrir en tant qu'endeuillés par suicide. Donc, évidemment, on le sait que depuis les années 2000, ça descend, le nombre diminue, mais il y a encore évidemment beaucoup de chemin à faire. Les statistiques sont au Québec là, environ 1000 suicides par année et dans la région, une quarantaine de suicides. Ça touche plus les hommes, les femmes? Ça touche plus les hommes. C'est encore la réalité, tout à fait. Environ 80% des suicides complétés là, sont des hommes adultes. Fait que là, ça sera environ le 39-45, celle la plus touchée. OK. Puis comment ça vient, les idées suicidaires? Puis ma sous-question, c'est est-ce que tout le monde peut venir avoir des idées suicidaires ou on peut être immunisé à ça? C'est pas une maladie, le suicide. Mais... Non. C'est pas une maladie. Il n'y a pas de vaccin non plus contre la souffrance. Il n'y a pas de vaccin non plus. Tout le monde peut être touché. Même nous, on travaille 35 heures semaine en prévention du suicide. Ça peut nous arriver à nous aussi. Dans le fond, le suicide, ça ne vient pas en claquant des doigts. Ce n'est pas une surprise qui arrive dans notre tête. C'est sûr qu'il y a vraiment un processus dans les idées qui se passe. Il faut que ça n'arrive pas non plus suite à un seul événement. C'est plusieurs facteurs qui font en sorte qu'une personne peut devenir vulnérable. Puis, normalement, ça commence par des flashs suicidaires. Là. Donc, quelque chose qui est très, très, très rapide, que ça rentre dans le sac à solution. Oui, c'est ça. La personne se dit « Ah, j'ai plus de solution. Ah, ça serait tellement simple. Je souffrirais plus, etc. » Une personne qui vit des difficultés, puis que plusieurs difficultés s'accumulent tout le temps, puis qu'elle essaie différentes solutions, puis ça fonctionne pas, va pas demander de l'aide, demande pas d'aide à ses proches ni à des services, donc devient encore plus vulnérable parce qu'elle est seule avec ça aussi. On se renferme avec ça. On se renferme, c'est ça. Puis comme Mélanie dit, c'est un processus, il n'y a pas de délai, ça prend pas 1 an, 6 mois. Il y a des gens qui vont être dans le processus pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tant que la souffrance est présente, tant qu'il y a une situation qu'ils ont vécue qui est toujours en dedans d'eux, bien évidemment, la détresse, la souffrance va toujours être présente. Donc, effectivement, des fois, des paroles de détresse comme « bon, ben, je vais peut-être m'enlever la vie, je vais me suicider » ou toutes des paroles ou des comportements qui amènent les proches à penser qu'ils ne filent vraiment pas, bien, ça va être perpétué dans le temps aussi. C'est important de se rappeler aussi que c'est une accumulation de facteurs, une accumulation d'événements qui ont été difficiles à vivre, qui ont été préoccupants pour la personne. C'est jamais la cause d'une seule situation. Okay. Donc, c'est vraiment une accumulation. Puis est-ce que ça touche plus les gens aisés, les gens plus pauvres, ou c'est vraiment tout le monde? Tout le monde. Oui. Toutes les classes sociales peuvent être touchées par la détresse, ça c'est sûr et certain. On prouve que l'argent ne fait pas le bonheur. Non. Puis, tu sais, en même temps, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent protéger aussi les personnes. Parce que, tu sais, mettons qu'on a une séparation, nos 3 demain matin, mais on va réagir les 3 différemment. Bon, je vais-tu en parler à un proche? Je vais-tu être proactif au niveau de la demande d'aide? Je vais-tu pleurer? Je vais-tu vivre mes émotions? Je vais-tu me renfermer? J'ai-tu déjà vécu une situation similaire qui peut faire en sorte d'avoir de l'espoir de m'en sortir? Donc, chaque personne a des facteurs de protection aussi. Puis comment on peut, sans dépister, mais avoir un doute, là, moi, si je viens de mes proches qui peuvent penser au suicide, comment je peux m'en apercevoir? Puis
surtout si je pense qu'il peut avoir des idées suicidaires, comment je peux l'aider? Bien, en fait, pour s'en rendre compte, c'est sûr qu'on est les meilleurs placés généralement pour reconnaître là, que nos proches vont pas bien. Il y a une panoplie de signes précurseurs là, qui peut démontrer qu'une personne pense au suicide. Encore là, c'est une accumulation de ces facteurs-là qui peuvent nous dire « Ah ben ouais, peut-être que c'est pas parce que mon ami a l'air triste ces temps-ci qu'il pense au suicide. » La meilleure façon de l'aider, la meilleure façon de le savoir, c'est de poser la question. OK. Donc, ça peut paraître difficile, ça peut paraître tabou, mais il ne faut pas se gêner de poser la question, surtout à nos proches, parce qu'on tient à eux. Donc, de poser la question, est-ce que tu as des idées suicidaires? Ça peut débloquer les choses, là, puis que la personne... Parce qu'il y a tout le temps des indices, là. La personne qui se suicide a toujours laissé à quelque part des indices, où je me trompe. Des fois, ils sont subtils. Oui. Ils sont subtils. Des fois, il y a... La majorité des gens vont laisser transparaître, là, évidemment, des signes, des changements de comportement. Bon, évidemment, on parle d'air plus triste, plus isolé, moins présent dans les activités, moins enjoué, moins énergique. Tu sais, bon, évidemment, c'est les changements de comportement qui vont nous laisser croire que les gens vont moins bien. Mais tu sais, il y a jamais, là, tu sais, il y a les signes comme verbal, comme je veux me suicider, je veux mourir, que le monde entende beaucoup, mais souvent, il y a des signes, évidemment, durs à voir. Ils disent, ah oui, effectivement, tu sais, les endeuillés vont nous dire, il avait l'air à moins bien aller, mais je ne pouvais pas penser qu'il était vraiment rendu là. Fait que c'est pour ça, comme Mélanie le dit, il faut toujours être, en tant que proche ou en tant que frère ou sœur ou collègue, être proactif, puis le plus vite possible, de mettre la main sur l'épaule de la personne dans un beau climat de confiance, puis dire, tu sais, comment ça va? Mais un vrai comment ça va, puis effectivement dire, bon, je remarque que tu vas moins bien, c'est ça de l'air, bon, puis tu es plus concentré, tu as de l'air plus triste, tu as de l'air dans la lune, ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, je m'inquiète de toi, là. Puis il y a tous ces comportements-là qui sont un peu émotifs, changements au niveau du comportement, mais il y a aussi des choses qu'on remarque beaucoup chez les personnes suicidaires, c'est que souvent ils vont donner des objets à leurs proches. Oui. Donc, par exemple, quelque chose à quoi ils tiennent beaucoup, puis ils décident de le donner à quelqu'un. Donc ça peut porter à questionnement. Ça peut être régler des conflits. Par exemple, je suis en chicane avec mon frère depuis 15 ans, puis là, ben, aujourd'hui, je décide que je vais aller m'excuser, puis je t'aime et tout ça. Donc ça, des fois, ça peut donner la puce à l'oreille. Quelqu'un qui prépare son testament, ses funérailles. Donc, tu sais, ça peut être des signes un petit peu plus concrets. Okay. Quelqu'un qui se questionne beaucoup par rapport à la mort, aux moyens pour se suicider, ça peut être aussi là, questionnable. Donc, il y a vraiment beaucoup de signes qui existent. Puis sur le site Internet du Centre de prévention du suicide, il les a, ces signes. Donc, si on pense, puis on est mieux de se tromper, puis de vous appeler, puis de vérifier qu'il n'y a de rien faire. Mais téléphoner à la ligne de prévention du suicide, on ne se trompe jamais. Parce que les proches, ils vont se rassurer. Si jamais, ils vont, tu sais, la personne est rendue, elle n'est pas rendue là, puis qu'elle a juste un mauvais quart d'heure, comme on peut dire. Donc, juste de poser la question, puis de vérifier comment ça va, ça fait du bien à la personne aussi qui est proche, puis qui est inquiète de la personne aussi. Puis si on passe à côté, puis que là, malheureusement, quelqu'un s'est suicidé dans notre entourage, comment on peut passer à travers? Parce que c'est extrêmement difficile, là. C'est sûr que demander de l'aide. Ouais. Nos services sont là pour ça aussi. On offre beaucoup de services pour les personnes endeuillées par suicide. C'est un deuil qui est extrêmement difficile à vivre. On reste avec plein de questions sans réponse. La culpabilité est souvent très présente. Entre autres, on parle des signes. Quand on les a pas vus, les signes, ou qu'on n'a pas réagi tout de suite, on se sent mal après, puis on se sent très coupable. Donc, c'est sûr que c'est un des deuils les plus difficiles à vivre, là, dû à tous les questionnements que ça apporte, là, de quelqu'un qui s'enlève la vie. C'est pas comme un accident d'auto ou une maladie à long terme. Là. Ça n'attend pas nécessairement. Puis la façon que c'est fait aussi devient plus difficile à vivre. Fait que c'est sûr que demander de l'aide, puis de ne pas rester seul avec ça. Faut pas penser qu'on est assez fort pour s'en sortir tout seul. Tu sais, c'est rien, en fait, là, de demander de l'aide. Ça peut juste nous aider. Ouais. C'est le réflexe qu'il faut développer aussi dans la population. Que ce soit un endeuillé, un suicidaire, un proche, c'est toujours le réflexe qu'ils vont avoir. Là. Des fois, quand on se sent dépassé, ben, c'est toujours le réflexe à adopter de dire, bon, ben, à n'importe quel service, à n'importe qui nous entoure, j'ai besoin aussi. Puis si je reviens aux personnes endeuillées, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps qui nous dit que le deuil est terminé après 6 mois, 1 an, 10 ans. Fait que, des fois, on parle avec des personnes endeuillées, ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans, puis ils en souffrent encore à certaines périodes. Des fois, il y a une date qui arrive, les fêtes. C'est sûr que, bon, d'année en année, la souffrance, elle est là. Elle va s'atténuer avec le temps. Elle va toujours être présente, et surtout dans des moments précis dans l'année. Fait que des fois, un téléphone d'un endeuillé, ça fait 10, 12, 15 ans, ça peut arriver aussi. Là. OK. Et là, on arrive du 31 janvier au 6 février. C'est la semaine de prévention du suicide. Bien sûr, c'est pour faire la sensibilisation puis la prévention du suicide. On fait ça à l'année. Là. La 26e semaine. 26e semaine.
Qu'est-ce qui va se passer et pourquoi on décide de faire une semaine thématique là, pour faire ça? Bien, d'ailleurs, il faut toujours, d'année en année, tous les jours, c'est toujours le bon d'en parler, mais de mettre l'accent sur la prévention du suicide. Parce que si on arrête de faire de la prévention, le risque, c'est que les gens oublient les bons réflexes que, justement, que le citoyen, la population a développé dans les dernières années. Ce qui veut dire de demander de l'aide, d'être proactif quand un proche il va pas bien, tout ce qu'on a parlé un petit peu au préalable. Donc, toujours parler, puis il y a des gens, évidemment, les jeunes vieillissent, il y a des gens, évidemment, qui souffrent différemment d'année en année. Donc, les gens ont toujours besoin d'en entendre parler. Ça, c'est sûr, c'est très important de le faire. Là. OK. Puis, qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine-là? Durant la semaine de prévention, cette année, ça commence dimanche cette semaine, donc le 31 janvier. On commence toujours la semaine par un brunch conférence pour les personnes endeuillées par suicide. Donc, on parle beaucoup qu'on veut prendre soin d'eux aussi, parce que c'est eux qui restent avec cette peine-là. Oui. Donc, on prend vraiment un moment, une journée, une activité pour eux. C'est un brunch conférence. Donc, on a une conférence là, de M. André Terrien. Oui, on va y revenir, M. Terrien. Qui est vraiment une conférence qui va être adaptée pour les personnes endeuillées par suicide. Là. Donc, tout ce qui est la reconstruction, la redéfinition de soi après un deuil comme celui-là. Okay. Donc, c'est la seule activité qu'on doit s'inscrire au préalable. Donc, on a les informations là, pour l'inscription sur le site Internet. On va rappeler le site, c'est? Le www.cps02.org. OK. Donc, l'inscription, les détails sont là. Ouais. Puis, c'est ça. Dans le fond, ça commence à 10h30. Donc, c'est un brunch. C'est où? C'est à l'Hôtel Delta de Jonquière. D'accord. Donc, c'est ouvert à toute la population de Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment. Et il y a effectivement 2 autres activités importantes à retenir. Là. 2 activités le mardi, le 2 février, au Delta de Jonquière, en soirée de 19h à 21h, qui est sur 2 volets. Donc, la première partie, c'est un théâtre interactif qui, oui, effectivement, c'est une nouveauté cette année. On est content de faire différemment. Donc, cette partie-là, c'est pour parler de la stigmatisation. Des gens qui ont des étiquettes, évidemment, qui peuvent les amener à être isolés, puis éventuellement peut-être avoir des souffrances et des idées suicidaires. Donc, c'est super intéressant. Et la deuxième partie, c'est notre conférencier toujours, qui, dans le cadre de la semaine de prévention, M. André Terrien, va faire ça va être où, conférence. Ça? Le mardi, c'est au Delta de Jonquière. Aussi? Et le mercredi, le lendemain, c'est à la cité étudiante de Robertval. OK. Fait que vous dans faites les mêmes aussi heures. Saguenay et Lac-Saint-Jean. Toujours important, on est régional, il faut être présent tant au Saguenay qu'au Lac-Saint-Jean. Puis, j'ai pas la date, je crois que c'est le jeudi, le 4 au soir. Il y a une activité à Mastéache aussi avec M. Terrien. Bon. Et d'ailleurs, sur le site, il y aura évidemment les renseignements. On va y revenir à M. André Terrien. Oui. C'est qui M. André Terrien et pourquoi vous avez choisi ce monsieur-là pour venir donner vos conférences? Bien, c'était un psychosociologue. Évidemment, d'année en année, on fait des nouveautés. C'est beaucoup de bouche à oreille qu'on entend, qu'on a des bons commentaires de certains conférenciers. C'est M. Laurent Garneau, souvent, qui avec ses contacts, déniche de super conférenciers. Okay. Et cet homme-là vient, cette fois-ci, parler de sa vision avec, évidemment, ses thématiques différentes. Oui, c'est ça, il y a des thématiques. Tout dépendamment de du brunch ou des ateliers. C'est vraiment adapté selon les activités. De métier, M. Terrien, il fait beaucoup de conférences à travers le Canada, au Québec, en Europe aussi. Toujours sur le suicide? Non, lui, dans le fond, il est expert un peu là, en ce qui concerne la gestion expérientielle. Beaucoup au niveau de la toxicomanie, mais la gestion expérientielle, ça se traduit là, dans plusieurs problématiques, plusieurs situations. Dans le fond, c'est comment une expérience de plaisir peut se transformer en une expérience plus souffrante, plus de douleur et vice-versa. Okay. Donc, on entend souvent parler de ce type de gestion-là en toxicomanie, mais ça s'applique à plusieurs autres là, problématiques aussi. Donc, lui, il est un peu un expert là-dedans, mais il y a un large éventail de connaissances là, qui fait en sorte qu'il peut adapter très bien les conférences au niveau de la prévention du suicide, puis prévention de toutes sortes d'autres problématiques. Là. OK. Ces conférences-là, est-ce que c'est gratuit? En soirée, soit le mardi, le 2 et mercredi le 3 à Jonquière et à Roberval, tout à fait. Excuse-moi, je dis tout à fait. C'est un coût minime de 10 $. Okay. Parce que l'activité coûterait normalement plus cher que ça avec le théâtre interactif et la conférence. Oui, on a amené ça à un prix pour la population qui est 10 $, là, effectivement. Là. OK. Et pour ce qui est du brunch conférence, c'est 15 $ par personne. Donc, ça inclut le brunch et la conférence. Donc, c'est aussi un prix minime. C'est surtout symbolique pour que ça aille en prévention du suicide. Donc, si bien compris, si on va aller au brunch, il faut s'inscrire. Mais pour les 2 autres activités, on se présente. On se présente simplement. Oui. Parce que aussi, les intervenants de centre de prévention du suicide font aussi d'autres activités de prévention dans des groupes différents, dans des demandes. Et ça, c'est gratuit, évidemment, je me suis mélangé. Oui, il n'y a pas de problème.
C'est quoi le message que vous voudriez que la population entende de tout ça? Parce qu'on le sait, là, le suicide, c'est partout, tout le temps, puis des fois, on pense que ça ne peut pas nous toucher, mais comment vous souhaiteriez que la population réagisse en général? Que se sensibilise, en parle, ou je ne sais pas? Moi, j'ai plusieurs réponses à ça. Premièrement, que toute personne se rende compte qu'on n'est pas invulnérable, on peut tout être touché, puis dire, bon, ben, il faut que je prenne soin de moi. Jour après jour, puis il faut que je pense à moi, puis je suis à l'écoute aussi de moi puis de mes besoins. Ça, c'est super important parce qu'on ne sait pas si on va bien ici et maintenant, dans 6 mois, quelle épreuve qui peut nous arriver l'année prochaine aussi. Donc, de toujours être conscient de savoir comment on va personnellement aussi. Ouais. Puis je dirais également, là, toujours être conscient que nos proches aussi peuvent être touchés, peuvent avoir des moments difficiles et être proactifs, puis d'aller vers ces gens-là pour savoir comment ils vont, puis référer à bonne place dans les services d'aide s'ils en ont besoin aussi. Ouais, de se rappeler qu'il n'y a personne d'invincible. Puis d'être ouvert à en parler aussi. Oui. C'est de moins en moins tabou, le suicide, mais il faut en parler toujours. C'est comme ça, la prévention. Puis la prévention, c'est pas juste l'affaire du Centre de prévention du suicide. Non. Le suicide, c'est un problème collectif. Fait que c'est chacun d'entre nous qui doit faire de la prévention là, à travers tout ça. Puis Rémi parle des proches. Ce qui est bien cette année, c'est qu'on s'est rendu compte que les appels des proches au Centre de prévention du suicide ont plus que doublé. Donc, je pense qu'on a passé de 17 il y a quelques années dans le taux d'appel des proches à plus de 36 pour cette année. Donc, beaucoup les proches sont en prévention. Donc, je vois que quelqu'un ne va pas bien, il ne m'a pas nécessairement parlé de suicide, mais je m'inquiète, qu'est-ce que je peux faire? Oui. Donc, les gens nous appellent de plus en plus à ce niveau-là. Fait que de toujours garder en tête la prévention, prévenir le suicide, poser des questions, demander à une personne si elle a des idées suicidaires. C'est pas de mettre l'idée en tête. Au contraire, ça va lui ouvrir la porte à se confier. Donc, toujours penser que c'est pas un tabou, il faut en parler, parce que si on n'en parle pas, le fléau va continuer. Oui, parce que vous êtes l'outil, là, vous ne pouvez pas tout faire, mais si tout le monde travaille dans le même sens, on va être capable on espère d'enrayer le problème. Là. Oui, puis on accompagne ces gens-là. Là. Les proches, quand ils nous appellent pour questionner qu'est-ce que je fais, j'ai quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un m'a parlé de suicide, j'ai des doutes, on les accompagne. Là, on ne les laisse pas comme ça non plus. Là, on les conseille, on les dirige. On leur offre de dire à leurs proches de nous appeler. Donc, on est toujours avec eux. Puis c'est 24 heures sur 24, on appelle. Puis je rajouterais un petit point là-dessus, c'est au niveau des hommes. On parlait un petit peu du service pour les hommes en difficulté. Les gars, on a besoin aussi des fois de demander de l'aide parce qu'on ne peut pas tout régler tout seul. Puis on le fait moins. C'est encore un cliché, ça? C'est encore un cliché. Mais je vous dirais que sur le terrain, on voit un vent de changement. On voit que les hommes vont de plus en plus demander de l'aide. Ça, c'est sûr. Il y a encore énormément de chemin à faire. Donc, évidemment, de dire aux gars, si vous avez besoin, gênez-vous pas. Je sais que c'est pas toujours facile. Des fois, il y a les hommes qui me téléphonent pour demander de l'aide. Ils ont le numéro de téléphone, puis ça prend des fois une semaine, 1 mois, 2 mois avant de téléphoner. Donc, si on voit un ami, un chum, puis un collègue, donc de lui dire que c'est important de demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est fort. C'est atteindre nos limites, c'est de dire qu'on ne peut pas tout régler nous-mêmes aussi. Oui. C'est important. De réaliser aussi que c'est un geste que tu ne peux pas revenir en arrière. C'est pas comme plein d'autres problèmes. C'est pas pour diminuer l'effet des autres problèmes, mais ça reste... Puis on sait que 80 des personnes qui décèdent par suicide sont des hommes. Donc, vous et moi, on est plus à risque que Mélanie parce qu'on est des gars. Il faut avoir des comportements beaucoup plus préventifs et dire aux gars, quand on sent qu'on commence à aller moins bien, c'est le temps, dès maintenant, de faire quelque chose pour aller mieux. Merci infiniment. J'aimerais qu'on rappelle, on va rappeler que la semaine de prévention du suicide, c'est du 31 janvier au 6 février. Il y a des conférences. M. André Terrien, je m'excuse, qui va être là. Allez sur le site internet www.cps02.org et le numéro de téléphone. On rappelle le numéro de téléphone si, peu importe, vous avez besoin, vous doutez, vous ne savez pas, c'est là. 1-866 appel 1-866-277-3553. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci. Bon courage et puis continuez votre beau travail. Merci de l'invitation. Merci. Et à vous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Accès MRC. Merci. Au revoir. Alors bonjour, ici Guillaume Pétrin, animateur à TVL DM9. Manquez pas, la prochaine saison hiver 2016 au programme, plusieurs émissions dont le bol d'or d'improvisation, tout sur tout, qu'en pensez-vous, Accès MRC,
Capsule Espérance, Babillard TV LDM9 et les nouvelles émissions, les 12 travaux citoyens, Place aux saines habitudes de vie, Mon CFP, Électron Libre et Rétro Hebdo. Mais ça fait bien trop d'émissions, tout ça, là! Hey, Sergent Biquette, mesdames et messieurs. Bonjour, Sergent. Mais là, Sergent, il faut que vous sachiez, nous, là, à TVLDM9, on est productifs. C'est quoi, vous allez me donner un ticket? Certain! Bon. En tout cas, manquez pas ça à partir du 1er février 2016. Stéphane Turcotte, technicien informatique. Tommy Dechaine, opérateur chez Résolu. Sébastien Morel, technicien en administration. Philippe Houd, technicien forestier. Carole Noël, estimateur. C'est sûr que concilier travail, famille, pompiers, ça demande des ajustements au début, là. S'assurer que si on part faire des commissions, c'est moi qui pars avec le bébé. Comme ça, s'il y a un corps, il peut y aller directement. Quand j'étais petit, je voyais les camions de pompiers, c'était merveilleux là, de voir ça, tu sais, puis je me suis toujours dit qu'un jour, je serais dans ce camion-là. Puis en vieillissant, on se rend compte qu'on développe peut-être une passion vis-à-vis ce métier-là. Même si on ne réussit pas à en faire un métier complètement, bien, on a l'opportunité dans des villes comme ici, bien, d'être à temps partiel. La formation est très stimulante, bonne pour notre estime de soi. Je suis heureux de moi-même. Après un bon feu, on vient épuisé, mais content d'avoir fait notre travail. Savoir que ton chum est pompier, c'est rassurant. C'est sûr que ça donne des revenus de plus. Ça, c'est un avantage. Roulez jusqu'au bout de la route. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Ta fille venait toujours te voir pour te demander de l'argent. Vous cherchiez une place pour vous asseoir avec les autres résidents? Personne ne voulait de vous. Il y en a un qui a commencé à traiter de vieille peau qui ne pouvait pas se tenir debout. Tu le savais un peu, mais c'était ta seule visite. Je me suis demandé comment une personne qui a une grand-mère peut faire ça. Vous avez été obligé de vous asseoir toute seule à une table. Pour le soir de Noël. J'ai rien dit. J'aurais dû aller voir une ressource d'aide. Si je pouvais revenir en arrière, je dénoncerais.